au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Bienvenue à Paris, au pavillon Gabriel, pour une journée capitale pour les équipes de France de ski et de snowboard. C'est le jour J, la rencontre entre les journalistes parisiens et régionaux et les champions. C'est la bande-annonce d'un hiver qui va mettre en œuvre les principaux acteurs de la planète blanche. Esprit Montagne avec Ski Chrono et Télé Grenoble est sur place pour vous donner les premières tendances de l'hiver. Nous voici au premier étage du pavillon Gabriel où on accueille le président de la Fédération française de ski, le grand patron du ski français. C'est le jour J, c'est mis sur son 31. Michel, c'est important ce rendez-vous parisien qui se fait depuis plusieurs années ici au pavillon Gabriel? Oui, c'est très important. Pour moi, c'est le coup de gong. C'est le signal que la saison va arriver. Depuis maintenant 18 ans, c'est devenu aussi un point de rencontre avec les partenaires, les sponsors, les administrations, le monde économique de la montagne. Donc voilà, il y a un vrai rendez-vous et ça fait un bel événement. Mais au départ, c'est vraiment pour que la presse ait de la matière sur nos champions et nos systèmes. Alors, il y a quelques années, ce rendez-vous parfois se faisait en province, à Annecy, sur le territoire, j'allais dire, de cœur de la Fédération française de ski. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, une année, de revenir un petit peu à Annecy ou dans une station pour aussi être sur le territoire ? Oui, on y pense, parce qu'effectivement, venir à Paris, c'est bien. Donc on vient voir la presse parisienne, qui peut-être ne se déplacerait pas. Mais on a envisagé peut-être effectivement de revenir sur Grenoble, sur Annecy, dans nos montagnes, une année sur deux, une année sur trois. Donc ça se fait pour aussi éviter la répétition. En tout cas, on est bien accueillis ici à Paris, dans ce pavillon Gabriel. C'est vraiment qualitatif et je crois que tous les médias sont contents de ça. Comment va l'équipe de France? Comment vont les équipes de France de ski et de snowboard? Les équipes vont bien, elles vont bien. On est toujours dans une période où les blessures peuvent arriver. Donc c'est toujours une période un peu où on est frileux. Mais tous nos leaders, tous nos champions sont quasiment tous en bonne forme. Et la saison sera une belle saison, forcément. Il n'y a pas de grands événements, il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de championnat du monde, à l'exception du biathlon. Donc on aura une saison de Coupe du Monde avec pas mal d'épreuves chez nous en France. Donc a priori on se dirige... 21 combien de Coupe du Monde ? 21 épreuves de Coupe du Monde. Donc ça sera le terrain de jeu pour nos athlètes, nos Français. Pour le moment, je crois que tout le monde est bien en forme. Encore une fois, j'ai que des bons échos. Alors, je ne suis pas sur le terrain tous les jours, mais on a des bons retours. Et puis la température sera très vite prise dans 15 jours à Zolden, en Autriche, pour l'ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin. On verra vite si on est dans le tempo ou pas. Et voilà. Alors on l'a vu depuis plusieurs saisons, les Français font régulièrement plus de 100 podiums en Coupe du Monde, donc les résultats sportifs sont au rendez-vous. En revanche, il y a toujours une petite difficulté pour avoir un budget suffisant pour que ces équipes de France puissent, j'allais dire, encore plus performer. Qu'est-ce qui coince ? Oui, mais c'est un peu ma partie, mon rôle. Chaque année, on augmente les budgets sportifs, mais comme pas mal de fédérations, on n'est pas les seuls. Mais d'augmenter les budgets, eh bien, souvent, ça ne suffit pas. Donc, au clair, plus on augmente, plus il faut. Il y a différentes raisons. C'est que l'exigence du haut niveau est de plus en plus importante. Et puis, surtout, il faut aller chercher la neige là où elle est. Ça veut dire des déplacements coûteux, onéreux en hémisphère sud, à Ushuaia, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc on est toujours, il ne manque pas grand-chose, il manque 200 000 euros, 300 000 euros, pas pour faire le programme prévu, mais pour être un peu serein, pour pouvoir avoir un peu de marge de manœuvre. Et voilà, on n'en a pas trop et c'est ça que je déplore, mais encore une fois, ça c'est mon affaire, c'est à moi de trouver ces moyens-là pour faire en sorte qu'on ait un peu cette petite marge qui des fois est nécessaire quand la météo s'en mêle, quand les épreuves sont annulées, quand il faut avoir un peu de marge de manœuvre. Et voilà, mais en tout cas,
On a des budgets qui globalement sont quand même relativement importants. On parle d'un budget de 18 millions d'euros, donc effectivement on a un budget qui est conséquent, mais toujours cette petite marge qui nous manque. Et voilà, donc j'en parle régulièrement. Encore une fois, le monde de la montagne, le monde du ski nous soutient vraiment. Mais quand on voit les montants qui nous manquent, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il faudrait vraiment pour être serein. Est-ce que justement la solution, c'est pas par un soutien hors du monde du ski, et comment aller le chercher? Bien sûr, c'est la grande réflexion, essayer de trouver des relais qui soient en dehors du monde du ski. C'est ce qu'on essaie de faire, encore une fois. On essaie d'avoir des vrais relais. On parle de droits de télévision, on parle de différents... le savoir-faire français qui pourrait éventuellement intéresser. Néanmoins, on est quand même un sport régional, un sport saisonnier. Donc on ne vend pas le ski comme on vend le football ou le basket ou le cyclisme. Donc encore une fois, c'est à nous de trouver les bonnes solutions. On travaille dessus, encore une fois, c'est mon rôle de trouver les moyens financiers nécessaires. C'est une saison un peu particulière en ski alpin avec la retraite de Marcel Hirscher. Un des candidats potentiels pour lui succéder est un Français, Alexis Pinturault. Est-ce que ça peut donner justement cet éclairage supplémentaire pour aller chercher ce gros partenaire avec cette possibilité d'aller chercher enfin le classement général de la Coupe du Monde? Le dernier vainqueur, c'est Luc Alphand en 98, donc ça fait 20 ans effectivement qu'un Français n'a pas gagné une Coupe du Monde générale de ski alpin. Donc oui, c'est peut-être l'année ou jamais, je dirais, mais avec la prudence qu'il faut. Encore une fois, c'est pas parce que le numéro 1 prend sa retraite que forcément le numéro 2 ou le numéro 3 est logiquement le vainqueur l'année suivante. Alexis, s'il skie à son meilleur niveau, comme il l'a fait cette année, il sera vraiment dans le coup, il sera vraiment dangereux. Après, il peut tout arriver, une blessure, un petit peu moins de forme. Donc, mais logiquement, ça serait mentir que d'imaginer qu'on n'a pas pensé à ça. Lui, il y a pensé, nous aussi, nous dirigeants, entraîneurs, bien sûr, on y pense tous. Et donc on va l'accompagner dans ce défi, dans ce challenge. Essayer de faire en sorte qu'il ait toutes les conditions pour réussir cet exploit, hein, de gagner ce globe de cristal. Encore une fois, c'est pas gagné d'avance, mais il fait partie des 2-3 qui ont une vraie bonne chance. Donc voilà, à nous de bien travailler avec lui et de bien l'accompagner. Dernière question un peu délicate sur le versant environnemental et climatique. On s'aperçoit que le dérèglement climatique perturbe les perturbations et peut perturber les programmes. En tant que dirigeant de la FIS, puisque tu fais partie du conseil, comment appréhendez-vous cette problématique? Après les propos polémiques du président Casper, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a eu un contexte particulier, il s'est bien expliqué, il s'en est même excusé auprès de nous. Encore une fois, ce n'était pas sa volonté de dire des choses comme ça, mais bien sûr qu'on prend en compte l'ensemble de ce vrai problème, quoi. Quand on disait on va chercher la neige, ça a un coût, ça a une empreinte écologique, donc on sait que ce n'est pas forcément gagné d'avance. Logiquement, ça passera par des formules naturelles, stockage de neige. Ça passera par des adaptations très clairement au calendrier, dans les périodes de course, mais dans les périodes aussi d'entraînement. Trouver la neige là où elle est et quand elle est là, au printemps par exemple, et un peu moins l'été et encore moins l'automne. Donc tout ça pour dire que voilà, on est dans des schémas bien identifiés maintenant. C'est du moyen terme, hein. C'est pas demain matin qu'on va tout changer, mais on est dans une démarche maintenant, on sait bien que voilà, le climat change, on le sait maintenant, et il faudra qu'on s'adapte, c'est inévitable. Merci. Voilà, avec le leader du ski français alpin, Alexis Pinturault, dauphin de Marcel Hirscher la saison dernière. Alexis, qu'est-ce que ce genre de rendez-vous parisien t'apporte? Eh ben, je dirais que ça apporte surtout de lancer l'hiver. C'est lancer l'hiver d'une belle manière, d'aborder justement tout ce qu'on a fait pendant l'été et puis de se projeter pleinement dans ce que va venir cet hiver. Alors, cette saison, elle est un peu particulière puisque Marcel Hirscher a pris sa retraite. Ça veut dire que forcément on regarde dans le classement et dans le rétroviseur et on voit que tu es le deuxième au classement général de la Coupe du Monde. Tu t'y attendais, j'imagine. Comment tu as préparé cette saison un petit peu particulière où on va attendre beaucoup de toi?
je m'y attendais pas forcément à ce qu'il arrête, bien au contraire, parce que je savais qu'il avait fait cette annonce, il avait déjà dit plusieurs fois par le passé qu'il allait arrêter, mais il en était rien. Et puis après, peut-être que je voulais pas forcément aussi y croire, parce que je fais partie des athlètes qui aimaient cette rivalité, toujours pour m'amener plus haut, essayer de le battre à la régulière. Et j'avais vraiment comme ambition et comme envie dans ma carrière de le battre à la régulière, mais de manière entier, c'est-à-dire dans une saison, tout au long d'une saison, donc sur les 30 courses qu'il peut y avoir. Et finalement, ça se passera pas comme ça. J'ai eu déjà pas mal de victoires. Il m'a enlevé beaucoup de victoires aussi. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il est plus là, donc automatiquement, les cartes sont un peu redistribuées et il y en a un peu plus du coup dans l'escarcelle de ceux qui étaient juste derrière lui. C'est-à-dire que moi, j'en fais partie et il y a bien entendu aussi d'autres favoris, notamment chez le côté des Norvégiens. Marcel est quelqu'un qui a marqué le ski mondial, il t'a aussi inspiré, tu as dit, il t'a poussé vers le haut. Tu as mis en place une structure personnelle pour justement essayer d'aller encore plus haut. Est-ce que tu peux nous parler de cette structure ? Oui, alors avec la fédération, bien sûr. Donc il y a Fabien Munier qui était là déjà les hivers précédents. Et en fait, le but, c'était de savoir qu'est-ce qui avait bien fonctionné et essayer justement d'encore progresser. Alors qu'est-ce qui avait très bien fonctionné sur les derniers hivers ? C'était tout ce qui se passait et mon entraînement durant les 2 dernières saisons. À savoir que j'avais quelque chose et j'avais un entraîneur qui m'était dédié, ce qui me permettait du coup d'avoir un entraînement complètement individualisé. Et ce qui me permet du coup aujourd'hui d'être pleinement épanoui, et ça on voulait le retranscrire, mais pas uniquement sur l'hiver mais sur l'ensemble de l'année. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette direction avec la fédération. Donc du coup bien entendu, pour que le groupe puisse fonctionner, il y a quelques personnes qui sont venues s'y rajouter, notamment un kiné et un deuxième entraîneur. Est-ce que tu as déjà préparé ta saison ? Est-ce que tu sais où tu seras exactement, ou est-ce que ça peut évoluer en fonction des événements ? Ouais, ça c'est toujours la question difficile, dans le sens, géant slalom, ça on le connaît, tout le monde le sait, les combinés bien entendu, mais après pour le reste, les super G, ce sera que des petits pointillés, les super G qui sont uniquement techniques. On pensait éventuellement aller en Chine, mais la Chine, pour préparer justement les Jeux Olympiques, la Chine demande des visas qui sont tellement compliqués à avoir que je suis même pas sûr de pouvoir me libérer pour aller faire mon visa. Donc peut-être que la Chine, justement, on mettra une croix dessus. Donc voilà, ça fait partie de ces choix qui sont difficiles et des fois qui ne nous appartiennent pas totalement. Donc c'est une saison, c'est le ski alpin qui est comme ça, il faut savoir s'adapter et des fois c'est des petits détails qui font la différence. Alors, c'est une saison sans rendez-vous internationaux, pas de championnat du monde, pas de Jeux Olympiques. Au-delà de la course au globe qui va quand même t'occuper, on imagine, est-ce que tu as coché des temps forts dans cette saison ? On pense aux 2 slaloms qui vont avoir lieu en France, notamment à Val d'Isère et Chamonix. C'est des endroits où tu as envie plus particulièrement de réussir ? J'ai envie de réussir en France, bien sûr. C'est quand même devant son public. Il y a 2 géants. Enfin, il y aura un parallèle géant et un géant. Et il y aura 2 slaloms. Donc, c'est plutôt très bien, je pense, pour le ski en France. Et après, il y a d'autres épreuves, bien entendu, les grandes classiques comme Adelboden, Wengen, Kitzbühel, qui sont vraiment très chouettes. Schladming, bien entendu. Ça fait partie de ces épreuves pour lesquelles on a envie de se battre. Et c'est sûr qu'il n'y a pas le point d'orgue cette année, mais il reste de belles épreuves tout au long de la saison. Petite question hors piste, on a vu dans le dernier ski chrono que tu étais un chasseur d'images. D'où vient cette passion pour les grands espaces et pour la photo et pour les grands animaux d'Afrique ? Pas forcément spécialement d'Afrique, mais j'ai toujours aimé la nature. J'ai toujours été en contact avec la nature. Notre sport est une belle image de ça, d'ailleurs. Et du coup, cette année, au lieu de décider d'aller sous les fonds marins comme on a l'habitude de faire, on est allé plutôt au contact de la nature et cette fois la savane. Donc un très beau séjour et un très beau voyage au Botswana. On a fait le plein de belles photos. Alors malheureusement, je suis pas sûr que j'ai rivalisé avec Francis, mais j'ai fait de beaux clichés quand même. Belle saison, Alexis, merci. Merci à vous. Après Alexis Pinturault, on retrouve Victor Mufajandé, l'un de ses challengers dans le groupe technique de Coupe du Monde de l'équipe de France. Victor, comment s'est déroulée ta préparation ? Plutôt très bien. On a un petit peu évolué par rapport à l'hémisphère sud où on a décalé d'1 mois pour éviter la période de septembre qui est souvent très difficile en Europe au niveau des glaciers. Et ça a permis de profiter pleinement de l'été. Voilà, après 10 ans sans mois d'août en Europe, c'était vraiment agréable. Et par contre, ça change un petit peu le timing. On vient de rentrer d'Argentine et Zolden est déjà dans 2 semaines. Donc il faut essayer de récupérer au plus vite et vite se mettre en mode hiver.
Avant de revenir dans le sportif, on va parler un petit peu d'environnement. On sait que tu es assez engagé sur ce versant-là. Qu'est-ce que ça t'inspire, le fait justement de devoir décaler un petit peu la préparation, de voir ces glaciers qui disparaissent? Comment tu vis ça? Alors c'est sûr que ça fait un choc. J'ai eu la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, d'aller sur le glacier de Tignes à la fin août. Et je m'attendais à quelque chose de pas beau, mais pas aussi pire. Donc c'était très choquant. À ma petite échelle de vie, les différences sont incroyables et effroyables. Et évidemment qu'on est tous très concernés par ça. Je pense qu'il y a aussi la population prend de plus en plus conscience aussi de ce dérèglement climatique. Maintenant, c'est toujours très difficile pour nous d'évoquer ce sujet et d'en parler parce que évidemment, le sport de haut niveau a un comportement qui est parfois un petit peu aberrant au niveau des calendriers des compétitions. Et on est tout de suite montré du doigt et accusé. Donc je pense que mon but, moi, pour l'instant, c'est pas j'accuse rien ni personne. Je pense que c'est juste d'être témoin et de montrer ce que je vois. Je suis spectateur et je pense qu'en montagne, on est les premiers spectateurs, malheureusement, parce que les conséquences sont décuplées. Et notre but, c'est juste d'en parler et de montrer et pas d'être des donneurs de leçons. Donc c'est toujours difficile avec le prisme des réseaux sociaux, mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre petit à petit. Les techniciens français sont très gâtés cette année avec 2 slaloms en France, une classique à Val d'Isère que tu connais bien dans ta station d'adoption, tu es licencié à Val d'Isère, et un autre slalom sur la verte du Camp d'Ar. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est fabuleux, je pense que courir à la maison, c'est vraiment des émotions décuplées. J'ai toujours adoré ça, c'est une énergie incroyable. Évidemment, Val, on espère que la météo sera avec nous cette année pour faire un super week-end. En tout cas, ça reste un des moments, voire le moment le plus fort de ma saison. Et Cham, j'ai des très bons souvenirs avec le combiné en 2016. De faire un slalom là-bas, c'est aussi une super chose. Ça fait 2 régions différentes, un petit peu 2 vallées. Donc vraiment très gâté et j'ai à cœur d'en profiter. Ouais. C'est important d'être soutenu par le public français quand on est dans le portillon de départ? Évidemment, c'est vrai qu'à Val d'Isère, on a la chance d'avoir ce profil de la face de Bellevarde où déjà les spectateurs peuvent voir l'ensemble de la piste et nous, on sent vraiment une énergie remontée. Et la Marseillaise avant la Manche, tout ça, c'est des émotions qu'on retrouve nulle part et en tout cas, c'est incroyable à vivre. On retrouve le 2e slalomeur mondial de l'année dernière, Clément Noël. Avant toute chose, Clément, donne-nous des nouvelles de ton dos. Ça va plutôt bien. Ça a coincé un petit peu à Ushuaïa, mais là, on est sur le chemin de la guérison, on va dire. Ça va pas mal et je bosse dessus, je me focalise dessus pour pouvoir être à 100% quand je remonte sur les skis. Tu avais déjà eu des soucis avec ce dos ou c'est une première? Non, c'est la première fois que ça m'a vraiment gêné sur les skis. Après, j'avais déjà eu quelques petits problèmes, mais c'est sur le bon chemin, sur le chemin de la guérison. Les sensations que j'ai en ce moment, elles sont plutôt rassurantes, donc je pense pouvoir être à 100% quand je remonterai sur les skis. Est-ce que tu as justement déjà une date de retour sur les skis ou pas encore? Non, j'ai pas de date précise, on verra en fonction des sensations. Donc c'est une saison particulière pour toi parce qu'il va y avoir 2 slaloms en France, un à Val d'Isère et un à Chamonix. T'es vraiment gâté là, c'est pour toi un principe de motivation? Ouais, forcément on est content de courir en France. L'étape de Val d'Isère, c'est toujours particulier pour nous. Il y a toujours les gens qu'on connaît dans le public, il y a toujours plus de médias français, etc. Là, il y en a 2. Chamonix, en plus, c'est plutôt bien placé pour que les gens viennent. C'est assez facile d'accès, donc je pense qu'il y aura du monde. J'espère en tout cas qu'il y aura du monde, mais c'est sûr que c'est particulier de courir en France et c'est bien qu'il y en ait 2. Dans une année où il n'y a pas de championnat du monde ou Jeux Olympiques, ça va être quoi le temps fort? C'est les slaloms en France? Ça va être toute la saison, ça va être toutes les Coupes du Monde, les slaloms en France particulièrement, pour les Français, pour la médiatisation, etc. Mais pour nous, ça va être toute la saison, il va falloir être présent du début à la fin parce que c'est le seul objectif de l'année. L'absence de Marcel Hirscher qui a pris sa retraite, j'imagine, te donne des idées pour le petit globe de slalom. Tu y penses dans un coin de ta tête ou pour l'instant c'est très loin? Non, c'est assez loin parce que finalement, il y aura tout autant de concurrence quasiment que l'année dernière. Il y avait une énorme densité, il y aura toujours une énorme densité, donc il n'y a personne qui sort forcément la tête plus haut que les autres. On était tous dans un mouchoir de poche au niveau des points l'année dernière et on verra comment ça se déroule parce qu'en fonction du contexte, à la mi-saison, ça peut être très différent. Donc pour l'instant, je me focalise surtout sur les premières courses. Tu as déclaré cet été que tu voulais aussi faire du géant. Est-ce que le fait que tu te sois un petit peu blessé au dos remet en cause cette ambition?
Ça remet pas en cause cette ambition, ça la décale peut-être un petit peu dans le temps, parce qu'à un moment donné, j'espérais peut-être prendre le départ de Zolden. Là, j'y serai pas. Mais c'est pour le dos, puis c'est aussi parce que j'ai pas le niveau actuellement, donc je vais m'entraîner, et puis on verra bien quand j'aurai le niveau, quand j'aurai la possibilité d'avoir un bon dossard, et quand tout ira bien au niveau physique, j'espère venir sur du géant. Alors si c'est cette saison, tant mieux, si c'est la saison prochaine, c'est comme ça. Mais sur le court, moyen, long terme, on verra, j'aimerais bien faire du géant. Ouais. Merci. Alors la double championne du monde de géant Tessa Worley nous fait le plaisir d'une petite escale dans Esprit Montagne. Tessa, donnez-nous des nouvelles de votre genou qui a connu quelques petits soucis ce printemps. Ouais, alors le genou va bien, merci. C'est vrai que j'ai du coup subi une opération début avril qui a été nécessaire et qui a fait du bien. C'est vrai qu'il fallait un petit nettoyage dans le genou et ce qui a été bénéfique, c'est que j'ai pu décider du moment... Enfin, j'ai réussi à finir ma saison et à partir sur une coupure, on va dire, intersaison. Voilà, faire l'opération au moment le plus opportun, même si c'est jamais bien idéal une opération, et reprendre sur tout un protocole de réathlétisation les mois de juin, juillet, août, pour une reprise du ski au mois de... Presque 4 mois. Ouais, la reprise du ski se faisait au bout de 4 mois. Donc ça, c'était... On le savait dès le début. Et je l'ai pris, on va dire, avec tous les points positifs que je pouvais prendre. C'est-à-dire que j'avais aussi besoin de repousser un petit peu ma reprise du ski pour avoir un bon bol d'air, pour me ressourcer longtemps, avoir à nouveau... beaucoup d'envie lors de la reprise. Donc je pense que ouais, c'était important et puis j'en ai tiré de tout le positif. Alors justement, on est à 2 petites semaines de la reprise. C'est Zolden, c'est toujours un moment un peu particulier dans la saison parce qu'on ne sait pas où on en est. Ouais. Comment tu prends ce rendez-vous, toi qui maintenant en as fait quand même pas mal ? Ouais, j'en ai fait pas mal. C'est vrai que chaque année, c'est différent malgré tout. Cette année, peut-être encore un petit peu plus, justement, avec une préparation légèrement décalée. Du coup, je sais pas trop... Tenante du titre ? Ouais, tenante du titre. Ça, c'est sûr, ça fait plaisir. Zolden, dans ma carrière, c'était un truc que je voulais cocher et je l'ai coché. Donc aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, j'y retourne et surtout, je recommence une nouvelle saison. Donc voilà, hâte d'être sur le glacier, hâte de pouvoir repousser le portillon à nouveau. Et puis on va voir justement où on se situe en ce début de saison, assez tôt, mais où on se situe. Et puis quels axes avoir pour les mois de novembre et décembre pour pouvoir faire, j'ai à cœur, là, sans grand événement, faire une saison longue et belle du début à la fin. Alors on l'a vu lors de cette présentation des équipes de France, le groupe féminin est réduit à sa plus simple expression. J'imagine que ça doit te faire quand même mal au cœur de voir ça, qu'on n'arrive pas à avoir un groupe assez étoffé, que tu restes la seule leader de ce groupe depuis de longues années. Mal au cœur, oui, c'est vrai qu'on aurait envie d'avoir un groupe un petit peu plus conséquent, surtout d'avoir beaucoup de jeunes qui arrivent et qui s'imposent. Après, je pense que c'est en construction, je pense que c'est en transition, c'est en train de se passer. Il faut encore laisser un petit peu de temps, c'est vrai qu'il en a fallu pas mal déjà, mais voilà, il faut accepter ça et surtout pas forcément griller d'étapes parce qu'on a envie d'aller vite, mais le faire comme il faut, et je suis persuadée qu'il y a vraiment du potentiel et vraiment des filles qui sont déjà là aujourd'hui et d'autres qui vont encore arriver, qui vont faire en sorte qu'il y ait un groupe féminin qui soit plus dense et plus présent, je dirais, dans les années futures. Donc, voilà. Il y a une date importante cette année, c'est le 17 décembre, le géant de Courchevel. Ouais. C'est un endroit où tu as connu toutes les fortunes, des podiums, des blessures. Ouais. Quelle place cette Coupe du Monde tient dans ton cœur ?
Justement, sur une saison où on n'a pas forcément d'objectifs importants comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, une étape de Coupe du Monde à la maison représente vraiment un moment important dans l'hiver. Chaque week-end sera important, mais c'est vrai qu'à Courchevel, déjà, à chaque fois que j'y vais, j'ai envie de briller, j'ai envie de rendre le public fier et heureux du déplacement. Mais là, peut-être encore un petit peu plus. Et puis, j'ai pas encore connu la plus belle des fortunes à Courchevel. Donc, pourquoi pas. Rendez-vous à Courchevel le 17 décembre. Il y aura tout le fan club du Grand Bornand. Ça promet d'être très chaud. Le meilleur biathlète français de la saison dernière. Et non, ce n'est pas Martin Fourcade, c'est un Jurassien, c'est Quentin Fillon-Maillet. Quentin, comment s'est passée la préparation ? Plutôt bien, voire très bien. C'est toujours difficile à dire parce qu'on n'est pas encore dans l'hiver, mais il y a eu une petite progression avec des petits détails qui sont mieux. Donc c'est encourageant parce qu'à ce niveau-là, on va vraiment chercher des avancées mineures, mais qui sont, quand c'est perceptible pendant la saison, c'est vraiment encourageant. Donc je suis plein de motivation pour cet hiver et j'espère que ce sera encore mieux que l'année d'avant. Justement, tu t'es révélé aux yeux du grand public la saison dernière. Est-ce que là, aujourd'hui, dans ce rendez-vous médiatique, tu sens que le regard des journalistes a changé ? Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un statut différent. Le fait, comme vous l'avez dit, d'être le meilleur Français en biathlon, ce qui n'était pas une mince affaire. Avec tous les résultats qui s'est passé, je suis passé avec un statut différent. Mais voilà, c'est pas une crainte que j'ai, au contraire, c'est un objectif voulu, un énorme rêve qui s'est réalisé l'année dernière. Donc maintenant, j'ai moins d'appréhension pour la suite et encore plus d'envie. Je sais que je suis capable d'avoir faire d'énormes résultats une année. Si la progression évolue dans le bon sens, logiquement, ça devrait être encore mieux. Bon, ça reste théorique. Est-ce que tu as le sentiment d'être observé par les autres gars de l'équipe de France et notamment par Martin Fourcade, maintenant que tu l'as battu plusieurs fois ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on se regarde à tous en équipe de France. Il y a un énorme niveau, donc ça c'est un avantage presque inespéré dans une équipe comme celle-ci d'avancer avec presque avec 4 des 10 meilleurs mondiaux. Hein, je dis presque parce qu'on n'y était pas loin avant la fin de l'hiver dernière. Mais c'est vraiment une évolution d'équipe de France qui va dans le bon sens avec une dynamique d'entraînement qui est vraiment excellente et puis même une ambiance d'équipe qui est de mieux en mieux chaque année. Je trouve qu'on des liens qui se resserrent à force de passer du temps ensemble. On a une équipe, une amitié qui se lie. La Coupe du Monde revient en France au Grand Bornand. On sait que les Jurassiens sont souvent très présents dans le public. On se croirait même déjà dans un petit Jura. C'est quelque chose qui te donne une motivation supplémentaire pour réussir au Grand Bornand du 16 au 22 décembre ? Oui, bien sûr. C'est avant tout un boost à la performance. Ce serait que quand on se retrouve sous la piste avec des milliers de personnes qui crient notre nom, ça peut que nous aider pendant la course. Mais c'est aussi une petite pression parce que c'est vrai que le public attend de nous qu'on fasse un résultat. Et c'est un petit peu d'appréhension, mais je pense que ce sera avant tout un bon événement. J'espère le prendre dans le bon sens cet hiver. Après le Grand Bornand, l'autre temps fort, ça sera les championnats du monde à Antholz-Anterselva. Vous êtes les seuls athlètes à avoir des championnats du monde cette année. C'est des championnats du monde un peu particuliers qui vont se dérouler en altitude. Qu'est-ce que vous avez, préparé comme préparation pour être au top à cette altitude ? On a fait toute une série de stages en altitude, où, comme là en ce moment, après Manon, où on simule l'altitude dans des chambres qui diminuent le taux d'oxygène dans l'air. C'est une mise en route pour stimuler le corps à produire à produire des globules pour être mieux accepter l'altitude. Et puis aussi le stage qu'on a fait sur le site des Mondiaux, qui est déjà en altitude, et aussi mieux appréhender ce pas de tir qui est plutôt difficile déjà avec l'altitude. Et puis en plus cette arrivée qui est presque montante. Donc on essaye d'aller chercher la performance. Donc c'est tout ce travail-là qui fait que j'espère qu'on sera très en forme pour les championnats du monde.
Maurice Magnifica, le skieur de fond, est avec nous. On l'a connu la saison dernière en mode un peu alternatif. Il avait manqué le début de saison, puis il est revenu de manière tonitruante à Davos en remportant un podium. Maurice Magnifica en continu, c'est pour quand, pour cette saison? Ouais, non, mais c'est vrai que ça va être une saison, certes sans championnat, mais avec une saison quand même bien chargée. Pour les skieurs, on a l'habitude de dire que la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'important. Et là, cette année, nous, on a 2 tours de ski. Celui des Alpes et celui en février qui est nouveau en Scandinavie. Donc oui, c'est l'occasion d'aller chercher à reporter ce maillot rouge de général de la distance, essayer de le porter dans la saison et pourquoi pas jusqu'au bout, mais bon, en tout cas voilà, ça va passer par forcément de la régularité et puis entamer notamment une entame de saison, une bonne entame. Donc après voilà, les 3 premiers week-ends qui se terminent à Davos, généralement ça se passe bien. Donc justement, cette préparation, comment elle s'est passée? On vous a vu, vous êtes en train de toujours chercher la neige. Vous avez été sur le glacier au printemps à Tignes. Vous avez été dans le tunnel à Oberhof. Là, vous êtes un petit peu en quête de neige. Vous allez retourner à Tignes. C'est compliqué? Oui, c'est pas la première saison de toute façon, donc on s'adapte. On a l'habitude de s'adapter à ça. C'est souvent compliqué au mois d'octobre. Les premières neiges sont difficiles à trouver. Mais voilà, ça n'a pas empêché de faire une belle prépa. On a pu skier dans le Beaufortin au Roseland en même fin mai, sur Tignes fin juin, début juillet. Donc au final, on a fait voilà, presque tous les mois, on a pu skier sur de la neige. Donc pour l'instant, c'est dans une préparation tout ce qui est le plus normal. Voilà, c'est vrai que c'est un peu retardé. On sait toujours que cette période, c'est un peu compliqué, on fait avec. Les saisons s'additionnent. Comment on fait pour rester motivé et avaler cette dose d'entraînement pour pouvoir être compétitif au plus haut niveau? C'est vrai que ce qui motive, globalement, c'est de mettre le dossard, c'est l'adrénaline du dossard, la recherche de performance, rechercher les émotions de typiquement un podium, une victoire, même en Coupe du Monde, c'est fort. Donc c'est ça que je recherche. Et même dans la prépa, on a l'occasion de remettre justement des dossards pour soit se confronter à la concurrence qu'on a l'hiver, soit franco-française. Et typiquement, rien que ça, des fois, ça met un peu de piment dans la prépa. Et oui, ça sort de la monotonie. Mais voilà, l'hiver, les courses qui comptent, c'est ça, c'est les podiums, c'est ça qui m'anime, quoi. C'est ça qui m'anime et je cours pour ça, pour ces émotions-là. Ouais. Et en attendant le Jura en 2021, on suivra les fondeurs français cette saison sur Esprit Montagne. On change d'univers puisque désormais nous plongeons dans le freestyle et dans le ski cross, discipline dans laquelle la France est un leader mondial très solide. Nous recevons François Place, champion du monde de freestyle et de ski cross. François, comment s'est déroulée votre préparation? Alors la préparation, elle s'est déroulée convenablement, je dirais. Après, j'ai eu quelques petits soucis avec un de mes genoux, un genou opéré il y a quelques années. Donc voilà, j'ai dû faire un peu avec pour justement diminuer un petit peu les douleurs. Mais dans l'ensemble, tout s'est plutôt bien passé. Dans ce cas-là, comment on fait? On se ménage, on en fait moins que les autres, on fait une impasse sur une journée de stage? Ouais, ça a été surtout on a vachement aménagé mon programme d'entraînement physique surtout. Après, sur les skis, ça se passe plutôt bien pour le moment. Donc pour l'instant, j'enchaîne les jours. J'essaye de pas non plus en faire des quantités énormes. Voilà, je fais jusqu'à la douleur. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, c'est plutôt bien géré, donc ça me va. Le groupe France est très fort, puisqu'il y a un champion olympique, le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, Bastien Midol, champion olympique Jean-Fred Chapuis, et toi-même qui es champion du monde. Comment tu vis cette concurrence en interne? Déjà, la concurrence entre nous, elle est très saine. Voilà, on s'entend tous très bien. Après, voilà, on sait très bien qu'entre la compétition et la vie de l'entraînement, c'est totalement différent. Voilà, dès qu'on est en compétition, on est en compétition, c'est chacun pour nous. Mais en tout cas, je pense, ça nous aide beaucoup de s'entraîner ensemble parce que voilà, on sait où on en est. On sait que si un jour, nous, on est un peu moins bien et que lui, il est au-dessus, voilà, on va essayer d'aller le chercher et vice-versa pour tout le monde. Donc, je pense c'est mieux d'être dans cette optique-là plutôt que voilà, d'être un petit peu derrière et de ne pas trop savoir où on en est parce que on a fait des saisons un peu moyennes. Donc non, je pense que c'est vraiment très bien pour nous d'avoir une équipe forte. Après oui, la concurrence est forte, mais vaut mieux ça que l'inverse. Cette année, il y a 2 étapes de Coupe du Monde en France, une à Val Thorens qui ouvre la saison du 5 au 7 décembre et une autre fin janvier à Megève.
On peut penser que ça va venir de très nombreux de ta station de Crest-Voland. C'est une date que tu as cochée sur ton calendrier personnel? Ouais, les deux dates, je pense, sont très bonnes parce que déjà, c'est des parcours qui nous conviennent. Voilà, on aime les parcours qui sont proposés à Val Thorens et à Megève. Et après, c'est sûr qu'à Megève, voilà, moi, Crest-Voland, c'est vrai que c'est vraiment pas loin de Megève. Donc je pense que voilà, les gens vont se déplacer pour venir me voir. Voilà, bon, ça sera pas une pression particulière. Je serai juste très content qu'ils soient là. Et puis voilà, je vais essayer de donner le maximum pour être le meilleur. Après Val Thorens, c'est pareil. Je pense qu'ils vont aussi venir parce que c'est pas très très loin non plus. Mais c'est sûr que d'avoir 2 étapes en France, c'est vraiment une chance pour nous et je pense qu'il faut qu'on en profite. Merci François. Donc rendez-vous soit à Val Thorens du 5 au 7 décembre, soit sinon à Megève à partir de fin janvier. C'est l'une des athlètes les plus demandées aujourd'hui ici à Paris. On lui a couru après toute la journée et elle est enfin venue à Esprit Montagne. Si je vous parle de son palmarès, j'en ai pour 10 minutes, donc on dira simplement qu'elle est championne olympique de bosse, championne du monde en titre. Nous accueillons Perrine Lafont. Perrine, comment s'est passée ta préparation? Super bien, vraiment une bonne préparation, ça fait du bien d'avoir une saison à l'horizon sans grosses échéances, ça permet de relâcher un petit peu la pression, donc tout s'est bien passé et puis voilà, il nous reste encore un petit mois et demi de préparation avant la première Coupe du Monde, donc c'est top. Tu es maintenant annécienne d'adoption, est-ce que c'est une ville que tu apprécies toi, la Pyrénéenne? Oui, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que les Alpes, c'est joli, Annecy, c'est cool. Et puis voilà, ça me permet de me faciliter aussi mon emploi du temps parce que donc, maintenant, ça me permet d'avoir beaucoup moins de déplacements, d'être plus écologique aussi. Donc je suis un peu plus dans les Alpes maintenant parce qu'en plus, avec le CNE où on s'entraîne maintenant, donc je suis bien dans les Alpes, mais pas aussi bien que dans les Pyrénées quand même. Elle reste chauvine. Cette année, pas de championnat du monde. Des Coupes du Monde, toujours pas de Coupe du Monde en France, c'est un regret? Oui, c'est un très gros regret, surtout que normalement on avait une Coupe du Monde au moins tous les 2 ans en France, donc très déçu même, on comprend pas trop pourquoi et on espère que ça va revenir bientôt, notamment en plus que on est une discipline grandissante qui monte bien et qui a des bons résultats, donc je pense que c'est un réel avantage pour la station qui peut accueillir cette Coupe du Monde. On est retransmis en plus sur des chaînes qui sont en clair, donc vraiment on espère que il y aura un heureux volontaire qui pourra accueillir nos Coupes du Monde parce que c'est toujours des événements qui sont très très bien réussis. Merci. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne.